Écoutez, écoutez juste ça. Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée. C'est que dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur dans les endroits que je connais pas. Bonjour à toutes et à tous, vous avez tous reconnu la voix de John Caffey dans le film La Ligne Verte. C'est un de mes films préférés et j'avais envie d'en faire le thème de ma première vidéo. Bon, je sais, il en existe déjà de nombreuses, mais j'avais envie de faire ma propre vidéo et voilà, c'est chose faite. J'espère que celle-ci vous plaira, vous me le direz en commentaire. Attention pour ceux qui n'ont pas vu le film, spoiler, je voudrais pas vous gâcher la surprise, donc allez voir le film avant de regarder cette vidéo. Pour les autres, eh bien j'imagine que le film a marqué votre mémoire, notamment à travers cette phrase. Oui, patron. Comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil. Mais on ne se souvient pas du film uniquement pour cette réplique. Parce que dans La Ligne Verte, en fait, tout est bon. Que ce soit la réalisation, le scénario, les acteurs, les costumes, la musique, la réflexion que le film nous apporte, ça fait une réussite totale. Pour commencer, le film La Ligne Verte est adapté d'un roman de Stephen King. Ce roman feuilleton a d'ailleurs reçu le prix Bram Stoker en 1996. Alors, rassurez-vous, je ne savais pas non plus ce qu'était le prix Bram Stoker, bien que je sache très bien qui est cet auteur du mythique Dracula. Le prix Bram Stoker, en fait, est un prix littéraire décerné par la Horror Writer Association créée en 1987 et qui récompense les œuvres de dark fantasy et d'horreur. Ouf, je l'ai dit, c'était pas facile. Alors, Stephen King, auteur prolifique à succès, a vu de nombreuses adaptations de ses œuvres au cinéma. Vous serez d'accord avec moi, les films inspirés de ces romans sont, je vais essayer de trouver l'adjectif exact, on va dire regardables. Bon, certains sont bons, voire excellents, comme La Ligne Verte, et d'autres, on va dire, plutôt oubliables. Vous vous souvenez de La Créature du Cimetière ? Bah, c'est parce que vous l'avez oublié, bien sûr. Ce film, c'est une grosse... Bon, vous aurez compris. On va donc retenir en 1986 le très bon Stand By Me. On va également retenir en 1990 l'excellent Misery, où on découvre l'effrayant personnage d'Annie Wilkes, interprété magistralement par Kathy Bates, Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. En 1994, on aura l'excellent Les Évadés, un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. En 2007, on aura un The Mist, qui est une très bonne adaptation d'une nouvelle du recueil de nouvelles Brume. En 2017, on aura une très bonne adaptation du roman Ça. Et je vais rajouter Le Shining de Kubrick, sorti en 1980, qui pour moi n'est pas une excellente adaptation, mais qui est un excellent film. Franchement, si vous l'avez pas vu, eh ben, allez le voir, c'est devenu un classique du genre. Revenons au film La Ligne Verte. Selon l'auteur Stephen King, ce serait pas une, mais la meilleure adaptation de son œuvre. D'ailleurs, vous êtes la plupart d'entre vous d'accord avec lui, puisque si on regarde sur le site Rotten Tomatoes, le film atteint 94% d'avis positifs du public. Et selon les différents sites de classement, le film se retrouve souvent dans les 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Alors de quoi parle le film ? Eh bien, il faut d'abord savoir que la ligne verte est le nom donné au compartiment dans lequel les condamnés à mort viennent passer leurs derniers jours, en rapport avec la couleur du sol de ce bloc qui conduit à la salle d'exécution. Remonte le couloir. On suit la ligne verte, on suit la ligne verte. Ensuite, ce film nous plonge à travers les souvenirs d'un ancien gardien de prison de 1935 dans l'univers d'un pénitencier américain où l'on va suivre le quotidien des gardiens et des détenus. On portera une attention particulière à l'arrivée d'un condamné à mort nommé John Caffey. Celui-ci, on le saura plus tard, possède des pouvoirs surnaturels. Accusé d'avoir tué 2 fillettes, il est amené au pénitencier de Cold Mountain en Louisiane afin d'y être exécuté. L'intrigue principale, évidemment, vient du fait que John Caffey est innocent, mais surtout qu'il a des pouvoirs de guérison et une empathie, je ne sais même pas quel mot employer pour ce 6e sens, une empathie tellement développée, ce qui lui permet de percevoir toutes les émotions et la nature de chaque être avec qui il est en contact. Il a aussi, accessoirement, le pouvoir de faire péter toutes les ampoules autour de lui. On en vient maintenant à la réalisation. Parce que si le film est si bon, c'est aussi grâce à son réalisateur, Frank Darabont.
Celui-ci a débuté sa carrière en 1994 par le film Les Évadés. Les Évadés, qui est tiré évidemment d'un roman court de Stephen King et qui est devenu un des films les mieux notés sur Rotten Tomatoes et qui est toujours classé parmi souvent les 50 voire les 10 meilleurs films de l'histoire du cinéma. On ne pouvait donc attendre que du bon de la part de Frank Darabont pour adapter l'œuvre de Stephen King à l'écran, puisque Les Évadés, c'était au top en fait. Par la suite, Frank Darabont adaptera encore une œuvre de Stephen King. C'est lui qui réalisera l'excellent The Mist, je vous laisserai le découvrir, avec une fin un peu terrifiante. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est lui qui a réalisé la première saison de la série horrifique devenue maintenant un culte. Vous aurez deviné avec cette musique. The Walking Dead. Passons maintenant au décor. Il paraîtrait que Stephen King, lors d'une visite des studios de tournage de La Ligne Verte, a été émerveillé par les décors. En effet, ceux-ci ont été recréés à la perfection par Terrence Marsh. Si vous ne le connaissez pas, il faut savoir que c'est un habitué des studios hollywoodiens. En effet, il travaille sur les décors du cinéma des années 50 jusqu'en 2001 et qu'il a été oscarisé à 2 reprises pour les meilleurs décors. En 1966 pour Dr. Zhivago et en 1969 pour le film Oliver. Il a travaillé sur de nombreux films, notamment Basic Instinct, que vous connaissez, Le Témoin du Mal, et bien sûr, je vous laisse deviner, un indice, c'est une adaptation de Stephen King. Vous avez deviné? Ah bah oui, c'est Les Évadés. D'ailleurs, pour le film La Ligne Verte, il s'est inspiré d'un réel pénitencier, le sinistre pénitencier d'État du Tennessee situé à Nashville. Celui-ci a ouvert en 1831 et était l'une des premières prisons modernes des États-Unis. Il a accueilli de nombreux détenus, dont des condamnés à la peine capitale, jusqu'à sa fermeture en 1992. Son histoire est surtout marquée par des conditions de détention très sévères et des révoltes de prisonniers. Passons maintenant au casting, les acteurs. La Ligne Verte fait partie de ces films dans lesquels on aurait du mal à imaginer d'autres acteurs que ceux qui ont été choisis pour le film. Si on reste dans le domaine des adaptations des œuvres de Stephen King, Shining par exemple, est-ce que vous imaginez quelqu'un d'autre que Jack Nicholson pour interpréter Jack Torrance? Compliqué, non? Est-ce que dans Les Évadés, vous pouvez imaginer voir quelqu'un d'autre jouer le rôle de Red et de Andy Dufresne à la place de Morgan Freeman et Tim Robbins? Non. Voilà. Ils ont interprété leur rôle à la perfection. Et bien dans La Ligne Verte, c'est pareil. Tom Hanks qui joue un Paul Edgecombe très professionnel, charismatique, respecté dans son équipe et bienveillant. On a Michael Clarke Duncan qui est juste émouvant et touchant au possible. On a un Doug Hutchinson qui joue Percy Whitmore. Alors lui, on va s'attarder un petit peu plus sur son cas tout à l'heure. D'ailleurs, énumérons un petit peu tous ces acteurs qui participent à la réussite de ce film. Commençons par Tom Hanks, qui incarne Paul Edgecombe. Sa réputation n'est plus à faire, il est oscarisé par 2 fois, notamment pour son rôle de Forrest Gump et pour Philadelphia, quand il incarne l'avocat atteint du virus du sida. C'est d'ailleurs à la suite de la cérémonie des Oscars que Frank Darabont, le réalisateur, parle du rôle à Tom Hanks. Il savait que celui-ci incarnerait à la perfection le gardien en chef du bloc E. D'ailleurs, Tom Hanks a fait des essais maquillage afin d'être vieilli artificiellement pour incarner le Paul Edgecombe vieux du début et de la fin du film. La réalisation a estimé que les essais n'étaient pas convaincants, alors ils ont préféré faire appel à un acteur réellement plus vieux. Et quand vous avez vu cet acteur, vous êtes comme moi, vous êtes dit, mais je l'ai déjà vu quelque part, celui-là. Et en fait, oui, vous l'avez tous vu, j'en suis sûr, à la télévision, car c'est lui qui incarnait le révérend Alden de la petite maison dans la prairie. Et oui, c'est lui. C'est donc l'acteur Dabbs Greer, je ne sais pas comment on prononce, G-R-E-E-R, Dabbs Greer, alias le révérend Alden, qui incarne notre vieux Paul Edgecombe de La Ligne Verte. Cet acteur est hélas décédé en avril 2007, à l'âge de 90 ans. Passons maintenant à Michael Clarke Duncan, qui incarne John Caffey. Il a joué 1 an auparavant dans le film catastrophe Armageddon aux côtés de Bruce Willis. Il paraîtrait que c'est d'ailleurs ce dernier qui aurait proposé son nom au producteur pour qu'il joue le colosse prisonnier.
L'acteur a donc auditionné pour le rôle, très stressé, il fit une bonne performance mais sans être exceptionnel, du coup il n'a pas été retenu tout de suite pour le rôle. Les recherches pour incarner John Caffey ont continué, mais Frank Darabont restait un petit peu dans l'idée que en fait, Michael Clarke Duncan avait un petit peu l'essence du personnage. Il a alors décidé de lui fournir un coach. Lors de sa deuxième audition, Michael Clarke Duncan s'est montré extrêmement convaincant et a ébloui tout le monde. Le résultat, vous le connaissez. Touchant et authentique, Michael Clarke Duncan a réussi à jouer la souffrance, l'innocence et la tristesse à la perfection, ce qui lui vaudra cette année-là d'être nominé pour l'Oscar du meilleur acteur. Petite anecdote d'ailleurs pour ce rôle, l'acteur était grand, 2,10 m pour plus de 150 kg, mais c'était pas assez pour que ce soit vraiment impressionnant par rapport aux autres acteurs du film. En effet, David Morse mesure déjà, lui, 1,93 m et James Cromwell 2 m. Le réalisateur voulait que John Caffey soit hors norme et paraisse gigantesque. Il a donc eu recours à de nombreuses techniques pour doper la taille de John Caffey et le rendre plus grand que tous les personnages du film. Il a utilisé des objectifs spéciaux, des fausses perspectives, mais surtout une estrade sur laquelle marche John quand les gardiens sont à côté de lui. On voit bien par moments que la hauteur des hanches de John est un peu trop haute par rapport aux acteurs. On imagine la taille des jambes par rapport à son corps. Donc si on pinaille un peu, bon, ça colle pas. On n'en voudra pas au réalisateur, car vous êtes d'accord, ça fait son effet quand même. Autre passage du film, ici, on voit John assis. Au moment de se relever, il déplace sa jambe pour placer son pied sur un genre de promontoire, afin d'être plus grand une fois debout. Hélas, Michael Clarke Duncan, l'interprète de John Caffey, nous quittera prématurément le 3 septembre 2012 de graves séquelles dues à une crise cardiaque survenue le 13 juillet de la même année. Il avait 54 ans. Si vous voulez le revoir à l'écran, il joue notamment dans le film Armageddon et Mon voisin le tueur aux côtés de Bruce Willis. On le verra également face à Ben Affleck dans le film Daredevil, dans lequel il interprète Wilson Fisk. Et il joue également un des personnages de la planète des singes dans le film de Tim Burton. Passons maintenant aux 3 collègues de Paul Edgecombe dans le bloc E. Commençons par Brutal Howell, qui est un gardien de grande taille, très professionnel, proche de ses collègues, bienveillant avec les détenus, et qui est interprété, enfin je dirais très bien interprété, par David Morse. David Morse qu'on pourra retrouver dans de nombreux films comme Dancer in the Dark, Rock, L'Armée des 12 singes, et il a même joué dans une adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Les Langoliers. Bon, c'était pas un grand film, on va vite l'oublier. Deuxième collègue de Paul Edgecombe dans le bloc E, nous avons Dean Stanton, qui est interprété par Barry Pepper, qui lui a joué aux côtés de Tom Hanks dans Il faut sauver le soldat Ryan. Et on termine par Harry, qui vient compléter l'équipe bienveillante du bloc E, interprété par Jeffrey DeMunn. Jeffrey DeMunn que vous avez vu certainement dans Les Évadés, adapté d'une œuvre de Stephen King, et qui joue également dans The Mist, adapté d'une œuvre de Stephen King encore une fois, et je suis sûr que vous l'avez reconnu pour ceux qui ont vu The Walking Dead, puisqu'il interprète Dale dans la saison 1 et 2. On en arrive maintenant aux détenus. Et je vais commencer par William Wharton, dit Billy the Kid, très bien interprété par Sam Rockwell. Cependant, dans le roman, William Wharton est décrit avec plus de profondeur psychologique, révélant une cruauté intérieure froide et calculée. Il est sadique, imprévisible et affiche une perversité quasi démoniaque. Dans le film, il est surtout montré comme violemment imprévisible, avec un comportement plus exagéré et théâtral. On peut retrouver Sam Rockwell dans plusieurs films, notamment Moon, Three Billboards et Iron Man 2. La performance de l'acteur dans le film est impeccable. Il joue à fond son personnage. D'ailleurs, d'après ce que j'ai pu lire, au moment où il doit menacer les 2 fillettes à l'écran, l'une d'elles a alors commencé à pleurer. Aussitôt, Sam s'est senti très embarrassé de lui avoir fait vraiment peur. Finalement, le passage a été gardé au montage et cela a rajouté de l'intensité à la scène. On reviendra d'ailleurs sur l'entrée de Billy the Kid dans le bloc E un petit peu plus tard dans cette vidéo. On continue avec les détenus, je vous ai déjà parlé de John Caffey, et il faut savoir que ce n'est pas le seul personnage touchant du film. Lors du tournage, un autre acteur s'est montré très émouvant, Michael Jeter, qui joue Édouard Delacroix. Effectivement, lors de la scène où Édouard se fait exécuter, il paraîtrait que Tom Hanks a pleuré sur le tournage. On tombe tous sous le charme d'Édouard Delacroix. Le jeu de l'acteur est excellent.
Mais sous ses airs un peu benets, attachants, capables d'affection, qui se repent de ses actes, certes, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas en prison pour avoir grillé un feu rouge, hein, sans mauvais jeu de mots. Pour ceux qui ont lu le roman, vous savez que c'est un pyromane et qu'il a tué plusieurs personnes. Petite anecdote au sujet de Michael Jeter, lui qui apprivoise Mr. Jingle, la souris du film, qui prend un malin plaisir à faire tourner en bourrique Percy Wetmore, l'un des gardiens, jouera l'année d'après dans un film qui s'appelle La Souris, film destiné à un jeune public qui n'a rien à voir avec la ligne verte. Je continue un petit peu plus rapidement avec les personnages suivants. Nous avons le directeur Al Moore, interprété par James Cromwell, un directeur respecté pour sa droiture et son humanité, même face à la mort des condamnés. Il est profondément affecté et désemparé face à la maladie et à la souffrance de son épouse Melinda, ce qui le rend réceptif aux dons surnaturels de John Caffey. Je cite également Burt Hammersmith, joué par Gary Sinise, qui donnera la réplique pour la 3e fois à Tom Hanks, dans Forrest Gump, dans Apollo 13 et du coup La Ligne Verte. On peut le voir également dans la série Les Experts, La Rançon, Snake Eyes, etc. Il jouera également dans Le Fléau, une adaptation d'un roman de, vous avez deviné, de Stephen King. On continue avec William Sadler, qui joue le père des 2 fillettes assassinées, que l'on retrouve dans 58 minutes pour vivre, aux côtés de Bruce Willis, qui joue également dans Les Évadés de Stephen King, et dans The Mist de Stephen King également. On retrouve Bonnie Hunt, qui joue le rôle de Jane Edgecombe, la parfaite femme au foyer des années 30, également Patricia Clarkson, qui incarne Melinda Moore, la femme du directeur, et qui est malade, rongée par un cancer, qui lui provoque d'incontrôlables diarrhées de violence verbale. Petit clin d'œil à l'acteur Harry Dean Stanton qui joue Toot dans le film. Alors, c'est un prisonnier, mais lui n'est pas condamné à la peine capitale. Il assiste, ou plutôt il est au service des gardiens pour les essais de la mise en scène protocolaire des exécutions. Alors, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que Harry Dean Stanton joue avec des personnages qui portent son nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons les gardiens Harry et un autre qui s'appelle Dean Stanton. Ça veut dire que Harry Dean Stanton joue avec Harry et Dean Stanton. Voilà, bon moi ça m'a interpellé, ça m'a fait un petit peu sourire. Je ne sais pas si c'est le hasard, vous pouvez me dire en commentaire si à votre avis c'est du pur hasard ou si c'est fait exprès. Petit mot sur la filmographie d'Harry Dean Stanton, un acteur qui fait pas mal de second rôle, mais qui est surtout connu pour son rôle de Brett dans Alien le 8e passager de Ridley Scott. C'est d'ailleurs le premier personnage à se faire avoir par le xénomorphe. J'ai bien aimé une de ses apparitions également dans un des films Avengers, où il voit Mark Ruffalo tomber du ciel et il lui demande si c'est un alien. Voilà, petite référence à son film qui l'a fait connaître. Bref. Je termine la présentation des personnages par celui que j'adore détester. Je vous présente Percy Wetmore, interprété magistralement par Doug Hutchinson, qu'on aura vu un petit peu dans X-Files. Personnage si détestable qu'il paraîtrait que pendant le tournage, même les acteurs évitaient de lui parler tellement il incarnait bien son rôle. Je suis sûr que vous avez plein d'exemples de personnages que vous avez aimé détester au cinéma. Bon, bien souvent, on ne fait pas un bon film sans un bon antagoniste du héros. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Tiens, on va en citer quelques-uns pour le fun maintenant. Par exemple, il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit et qui, j'en suis sûr, en aura énervé plus d'un. Si je vous dis Miss Ratchet, ça vous dit quelque chose? C'est l'infirmière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. D'ailleurs, l'actrice Louise Fletcher a été oscarisée pour ce rôle. C'est sûr qu'on lui aurait bien mis des claques à celle-là. Un autre qu'on a envie de secouer vivement, pour rester poli, tellement il est énervant. Hans Landa, de Inglourious Bastard, magistralement interprété par Christopher Waltz. Alors lui, on n'a vraiment pas envie de le croiser. Et on remercie Brad Pitt pour son dernier geste à la fin du film. Et que pensez-vous de Dolores Umbridge dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix? En voilà une qui mérite bien quelques paires de claques, non? Ah oui, 2 autres qui ont été détestés, à mon avis, par de nombreux fans de la série Game of Thrones. Et vous serez d'accord avec moi. Joffrey Baratheon. On a tous été soulagés de le voir mourir à la fin de la saison 4, et au même titre, Ramsay Bolton, personnage sadique de la série, qui meurt dévoré par ses propres chiens, tous les deux joués respectivement par Jack Gleeson et Iwan Rheon. Allez, un petit dernier juste pour le plaisir. Si je vous dis commode, vous ne vous êtes jamais imaginé à la place de Maximus pour lui mettre la raclée de sa vie à celui-là? Il la mérite, non? Bon, bref.
Dites-moi en commentaire si une vidéo sur un top 20 ou un top 30 des meilleurs méchants ou anti-héros du cinéma vous intéresse. Vous pouvez même me citer quelques noms, ça pourra m'aider et me donner des idées. Tout ça pour vous dire que Percy Wetmore, à mon avis, mérite largement sa place sur le podium. L'interprétation géniale de Doug Hutchinson nous fait oublier qu'on est dans un film et on a vraiment envie de le secouer et lui mettre des claques tellement son personnage est agaçant, hypocrite et lâche. Alors sa réplique qui m'a mis le plus les nerfs, c'est quand il dit « Je ne savais pas que l'éponge devait être mouillée ». Je ne savais pas que l'éponge devait être mouillée. Non, on te l'a pas expliqué juste avant, de bien faire attention à ça. Je ne savais pas qu'il fallait que l'éponge soit mouillée. Ouh, ça fait du bien de voir ça. Ouh, oui, oui, oui. Le pire, c'est qu'il aura réussi son coup en faisant souffrir Édouard Delacroix, qu'il avait dans le nez depuis le début du film. Ah, il en mérite. Ouh, ça fait du bien là, c'est bon ça. On va s'en remettre une petite d'ailleurs. Ça fait du bien. Ah, puis celle-là est pas mal aussi, hein. Avant de vous donner ma petite interprétation du film et de conclure, je voulais aborder la musique. Effectivement, un film n'est rien sans sa bande originale, vous serez d'accord. Celle-ci transcende l'ensemble. Si vous prenez les classiques du cinéma, on se souvient surtout d'un film par son thème musical. Si je vous donne par exemple des titres de films, vous allez tout de suite les associer à leur musique. Je vous dis Le Parrain. Tout de suite, ça vient. Plus facile, Star Wars. Qui ne connaît pas le thème de Star Wars ? Facile encore, Harry Potter. Et puis on peut enchaîner comme ça, Interstellar, Gladiator, Retour vers le futur, Les Dents de la Mer, L'Exorciste, il y en a plein. On associe tout de suite le film à sa musique. Alors tout ça pour dire que les compositeurs de musique de film sont des acteurs à part entière dans la création d'un bon film. La musique de Thomas Newman, c'est lui qui a écrit la musique pour L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Passengers, Rencontre avec Joe Black, American Beauty. Celle-ci sublime l'ensemble et donne une dimension encore plus bouleversante à ce récit, où l'émotion va croissante pour atteindre son paroxysme vers la fin, et ainsi rendre le film inoubliable. Je vais donc maintenant vous faire ma petite interprétation du film. Je vous rappelle que ça n'engage que moi et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Comme dans de nombreux films, la dichotomie centrale oppose le bien et le mal. Pour commencer, John Caffey a des connotations saintes. On pourrait le comparer à Jésus-Christ. En effet, tous les deux ont les mêmes initiales. Ils représentent tous les deux le sacrifice et le même message, apporter de l'aide aux autres jusqu'à en mourir. L'histoire se répète, l'incarnation du bien se fait encore une fois condamnée par les siens, la chaise électrique remplace simplement la crucifixion. En effet, le bien incarné par John Caffey, figure christique, innocente, s'oppose à Percy Wetmore, symbole de cruauté et d'abus de pouvoir. Mais j'aurais plutôt tendance à opposer Coffey à Wharton. Comme je l'ai dit, John est innocent, compatissant, capable de miracles de guérison, allant jusqu'à souffrir volontairement pour soulager les autres. A l'inverse, William Wharton incarne le mal pur, sadique, violent et imprévisible, responsable du crime dont John est accusé. Il agit sans remords ni humanité. Leur entrée dans le bloc E a été mise volontairement en opposition, filmées toutes les deux en intégralité. L'arrivée de John Caffey dans le pénitencier est marquée par le calme, la tristesse et une certaine solennité. Oui, patron. Comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil. Il est immense, impressionnant physiquement, mais se révèle doux, apeuré et profondément humain. A l'inverse, William Billy the Kid Wharton entre en scène de manière brutale et chaotique, hurlant, agressif, incontrôlable, incarnant immédiatement la violence et la folie. Caffey suscite la compassion, tandis que Wharton impose le dégoût et la peur. Cette opposition souligne le mal véritable et l'erreur de jugement humain. Mais on peut aussi constater que le bien et le mal coexistent à la fois chez les gardiens et chez les détenus. Chez les gardiens, nous avons Paul Edgecombe qui incarne l'humanité, la justice et la compassion, tandis que Percy Wetmore symbolise le sadisme, la bêtise et la cruauté gratuite qui vient briser la stabilité de cette équipe de gardiens, pourtant très compétente. Du côté des détenus, John Caffey est l'incarnation du bien, innocent, porteur de dons miraculeux, au milieu de détenus condamnés à la peine capitale pour des crimes horribles, et parmi eux, un Wharton qui représente la méchanceté brute sans remords ni morale. Cette répartition complexe brise les stéréotypes manichéens. La vertu ne se limite pas aux figures d'autorité, ni le mal aux criminels.
Cela renforce l'idée que la vraie nature d'un individu ne dépend pas de son statut, mais de ses choix et de son humanité. Le film juxtapose l'innocence de certains condamnés avec la brutalité du système judiciaire. Il met aussi en tension la justice humaine, faillible, et une sorte de justice divine, plus juste mais incomprise. La ligne verte symbolise la frontière entre la vie et la mort, mais aussi entre la compassion et l'humanité. Dans le film, il est aussi question de rédemption. En effet, celle-ci se manifeste à travers plusieurs personnages confrontés à leur conscience et à leurs fautes. Paul Edgecombe, rongé par la culpabilité d'avoir exécuté un innocent, cherche une forme de paix intérieure en portant le souvenir de John Caffey toute sa vie. Il se demande s'il n'est pas condamné à voir disparaître ce qu'il aime comme punition divine. Le personnage de Delacroix, bien que coupable, trouve une forme de rédemption par son comportement doux, son lien avec la souris Mr. Jingle et l'humanité retrouvée avant sa mort. Même certains gardiens, face à la souffrance et aux injustices, remettent en question leur rôle et leur choix. Le film suggère que la rédemption ne vient pas d'effacer ses fautes, mais de reconnaître le mal, de ressentir la culpabilité et d'agir avec compassion malgré tout. Le film ne se contente pas de traiter de la peine de mort. La ligne verte explore la nature humaine en révélant sa complexité, où bonté et cruauté peuvent coexister chez chacun, indépendamment de son rôle et de son statut. À travers ces personnages, le film montre que l'homme est capable du pire comme du meilleur et met en lumière notre capacité à juger trop vite, à faire preuve d'empathie, mais aussi à porter le poids de nos décisions toute une vie. Le film nous tient en haleine car il jongle habilement avec des moments de tension, instants de pure émotion et des personnages habilement développés, un suspense grandissant avec un soupçon de fantastique. Le film nous offre des performances d'acteurs exceptionnelles, mais le plus remarquable est la relation qui se tisse entre Paul Edgecombe et John Caffey. Celle-ci crève l'écran. Le film ne laisse personne indifférent et réussit à éveiller des réflexions profondes tout en étant visuellement sublime. La ligne verte est un film qui mérite pleinement sa notoriété. Il transcende le simple drame carcéral pour devenir une réflexion humaniste sur la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre les deux. Le film est à voir et à revoir en famille. Bon, peut-être pas en famille, parce qu'il est déconseillé aux moins de 12 ans. Mais non seulement pour la richesse de ses thématiques, la force de son message, mais, vous l'aurez compris, pour sa réalisation et son interprétation. Passons maintenant à quelques petites anecdotes. La scène où John Caffey devait saisir les testicules de Paul Edgecombe gênait beaucoup Michael Clarke Duncan. Il n'arrivait pas à se relâcher, était un petit peu tendu, il n'arrivait pas à jouer la scène tout simplement. Du coup, Tom Hanks a eu une petite idée, il a pris une petite bouteille d'eau en plastique et il l'a mise dans son pantalon. Ainsi, John Caffey n'était plus obligé de lui toucher son intimité et il a réussi à se relaxer et à jouer la scène. Les souris, ou la souris Mr. Jingle, en fait n'est pas qu'une seule souris, il y avait 22 souris, il y a eu 22 souris d'utiliser sur le plateau pour éviter tout ce qui était CGI, effets spéciaux, etc. On a vraiment utilisé que des vrais animaux sans leur faire de mal évidemment. Mr. Jingle, qui adorait faire péter les plombs, à Percy Wetmore. On se remet un petit passage, juste pour le fun, allez. Quoi? Espèce d'imbécile! Poussez! La chaise électrique. Il faut savoir que sur le plateau, il y avait en fait 3 chaises électriques. Une où tout le monde pouvait s'asseoir, tous les acteurs qui avaient un rôle de condamné à mort, et une qui était uniquement pour Édouard Delacroix, avec des fils électriques partout, parce qu'il faut savoir que quand Édouard Delacroix se fait électrocuter, c'est une marionnette animatronique. Voilà. Et enfin, la 3e chaise était un petit peu plus grande, pour que Michael Clarke Duncan puisse s'asseoir. Restons sur la chaise électrique. Enfin, nous, on ne s'y assoit pas, hein, mais voilà, restons sur ce domaine. Il faut savoir que le film est censé se dérouler donc en 1935. Or, dans l'état de la Louisiane, la mort par électrocution, par chaise électrique, n'a été instaurée qu'à partir de 1941. Donc, petit anachronisme. De 41 à 93, c'était donc la chaise électrique. De 93 à 2025-24, je ne sais plus exactement, c'était injection létale. Et maintenant, il y a un nouveau système, vous voyez qu'on n'arrête pas le progrès. À partir de 2025, eh ben c'est l'hypoxie à l'azote. Bravo, super. On peut se demander également si la ligne verte ne s'est pas inspirée de faits réels.
Effectivement, dans l'histoire des États-Unis, on peut trouver un cas un petit peu similaire. Il y a un jeune de 14 ans qui a été injustement condamné à la peine capitale pour le meurtre de 2 fillettes de 8 et 11 ans qu'il n'a pas commis. Ce jeune s'appelait George Tinney Jr., exécuté le 16 juin 1944, et ce n'est qu'en 2014 que le jugement a été annulé, car ils estiment qu'en fait ses aveux avaient été forcés en violation avec le 6e amendement de la Constitution des États-Unis. C'est sûr qu'à cette époque, la justice était beaucoup moins pointilleuse que maintenant. Hélas, surtout si on était noir. D'ailleurs, si on prend le cas de John Caffey dans le film, il a eu bien de la chance d'atteindre le pénitencier de Cold Mountain parce qu'il aurait très bien pu se faire exécuter sur place. Petit aparté, si le sujet vous intéresse, je vous conseille le film Le Prix de la Justice avec Michael B. Jordan. Dans le film, il interprète le jeune avocat Brian Stevenson qui va se consacrer à la défense de ceux qui ont été condamnés à tort. L'histoire se passe en Alabama à la fin des années 80 et il va devoir se battre contre un système judiciaire profondément raciste. En faisant mes recherches, il y a une question qui se pose également, c'est est-ce que La Ligne Verte est un plagiat ? Effectivement, on peut trouver des similitudes avec un épisode de Histoire fantastique créé par Steven Spielberg en 1985. Cet épisode s'appelle La chaise électrique avec Patrick Swayze. En effet, ce dernier est condamné à la chaise électrique et possède également des pouvoirs de guérison. Les gardiens sont confrontés également au dilemme de le sauver ou de le laisser se faire exécuter. Je vous laisserai seul juge. Pour moi, le film La Ligne Verte est tout simplement excellent et je me pose pas la question si c'est un plagiat ou non. Pour conclure, dans La Ligne Verte, on entre dans le bloc E avec tous ses protagonistes, mais surtout avec John Caffey. On vit avec lui ces derniers instants avec intensité. Et on en ressort après 3 heures de pure émotion, pas indemne. Le film ainsi que ses personnages nous auront marqués pour la vie. Bon, j'en fais peut-être un peu trop, mais en tout cas, moi il m'a marqué, j'espère qu'il vous a marqué, mais vous l'aurez compris, La Ligne Verte est un très bon film. Dans tous les cas, j'espère qu'il continuera à marquer des générations de spectateurs et qu'il restera parmi les 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer et continuer. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. À très bientôt et là-dessus, ciao!